Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour ces programmes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ces programmes Envie Mine. Envie Mine, cette émission qui vous parle de l'environnement, des questions environnementales, des questions minières. C'est dans cette émission que vous avez la possibilité de savoir où va l'argent de nos mines, combien produisent nos mines et aussi comment assainir nos milieux, qu'est-ce qu'il faut faire, ces mariages qu'il y a entre l'exploitation minière et l'environnement, les communs des mortels tout le jour ici en République démocratique du Congo. C'est dans cette émission que vous trouvez généralement des réponses à ces questions et aujourd'hui nous allons parler d'un problème ou encore d'une question qui mérite une réponse. Il s'agit de la procédure d'octroi des droits miniers. Comment on peut avoir un droit minier? Je rappelle qu'il y a peu, dans cette émission, on recevait les directeurs provinciaux du cadastre minier Lualaba qui parlait de titres, des titres et des droits miniers, mais aujourd'hui, nous avons essayé d'approcher encore quelqu'un des plus techniques. Il s'agit d'Emmanuel Kazadi. Il est chef des services techniques au cadastre minier au Lualaba. C'est avec lui que nous allons devoir nous entretenir ces matins, ces soirs, cet après-midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, vous qui êtes sur YouTube ou encore sur Amani Télévision. Merci et bienvenue. Monsieur Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Alors, vous êtes du cadastre minier au service technique. C'est vous qui coupez et qui vous faites corrompre pour que les gens aient accès aux titres et aux droits miniers. Bon, c'est dans votre bureau où on vient, on corrompt un peu, on vous laisse un peu d'argent pour que vous puissiez signer vite les documents et donner l'avis favorable. Non, je ne pense pas ça, c'est juste une façon de parler, mais sinon la procédure ou la manière dont on octroie un droit minier, s'il y a une suite logique pour arriver à la délivrance d'un titre minier. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour expliquer à nos auditeurs ou téléspectateurs pour avoir une idée exacte sur la petite procédure pour être octroyé un droit minier ou carrière. Mais la petite procédure, telle que vous le dites, mais en lisant les codes miniers, on se rend compte que la procédure, elle n'est pas aussi si petite. Hein. On parle de la demande du droit, l'instruction cadastrale, l'instruction technique, l'instruction environnementale et sociétale. Comment vous expliquez, comment ça se passe, toutes ces choses? Bon, dès l'entame de la question, vous avez parlé de la procédure d'octroi d'un droit minier. Vous devez savoir que la procédure d'octroi d'un droit minier se résume à une phrase en disant c'est l'ensemble des étapes qui est suivi ou par où passe une demande d'un droit minier. Ça veut dire, quand un requérant vient avec sa demande, il y a toute une suite des étapes par où passe cette demande pour qu'il soit délivré. Donc ça part de la réception de la demande jusqu'à la délivrance du titre minier. Et cet ensemble d'étapes est structuré par la loi. Et il est structuré de la manière que vous, peut-être certains connaissent déjà. Ça commence toujours par une demande au niveau du cadastre minier est formulée par une demande et par un formulaire qui est complété par le requérant. Et après avoir complété ou nous renseigner sur son formulaire, ça passe à la deuxième étape qui est la réception. Il fait son dépôt de la demande et qui est réceptionné au niveau du guichet. Et ce n'est qu'après cette réception que la demande passe maintenant à l'instruction. Quand vous avez parlé de l'instruction cadastrale, l'instruction technique et environnementale, nous allons évoluer au fur et à mesure. Mais sinon, c'est à ce niveau-là que l'instruction proprement dite commence. Alors, on parle
du formulaire à retirer au service du cadastre minier. Ces formulaires doivent contenir quoi exactement? Le formulaire de demande d'un droit minier, il est bien expliqué à l'article 35 du Code minier. Ce formulaire nous renseigne premièrement l'identité du demandeur, qui est le requérant. Le requérant doit nous fournir ses identités, entre autres l'identifiant fiscal, il doit nous fournir ses statuts. En parlant de l'identifiant fiscal, c'est le... Il doit avoir le numéro NIF. Le numéro NIF. Oui, il doit nous fournir son numéro NIF. Il doit nous présenter ses statuts notariés. Il doit aussi nous fournir le numéro RCSM, le registre commerce et crédit immobilier, et ces numéros doivent être publiés au journal officiel. Il doit nous fournir également les adresses, son adresse de son siège social, et la personne qui est engagée, qui engage l'entreprise doit être fournie en information sur ce formulaire-là. Et à ça, il y a aussi un élément qui est plus important, c'est l'emplacement et la localisation du périmètre sollicité. Donc il doit nous fournir la localisation et l'emplacement. Ça veut dire, à ce formulaire, il y a un formulaire, un autre formulaire qui s'ajoute à ce formulaire qui donne les identités, qui détermine la liste des coordonnées géographiques, qui délimite le périmètre minier ou le périmètre sollicité avec ses coordonnées et la localisation géographique de ce périmètre qui doit nous permettre à instruire le dossier. Un autre élément que je devais ajouter, c'est en dépit des statuts, en dépit du numéro RCSM, les numéros NIF, la localisation et l'emplacement du périmètre sollicité, le formulaire aussi nous renseigne sur le nombre de droits qu'il a avant cette nouvelle demande. Parce que la loi est claire, il y a un nombre limité de droits qu'un requérant ou un titulaire d'un droit minier doit avoir. Alors, vous parliez tout à l'heure du périmètre. Qui doit fournir les périmètres sollicités? C'est pas vous qui regardez et dites à tel endroit nous pouvons vous aider et à tel autre non. Parce que vous dites que les demandeurs doivent vous fournir le périmètre, la localisation du périmètre sollicité. En fait, à ça, je voulais éclairer une chose. Je sais que dans les communs, tout le monde pense que le cadastre minier, c'est le cadastre minier qui présente ou qui... Le cadastre minier, le maître, c'est lui qui a tout, c'est lui qui peut aujourd'hui se décider, je donne telle place à tel autre et telle place à tel autre. C'est la petite confusion qu'il y a. En fait, ce n'est pas que c'est le cadastre minier qui propose au requérant l'endroit où il veut solliciter. Dans le cadre du domaine... Mais parce que c'est vous qui octroyez la fois dernière, M. Riki nous a fait voir que c'est vous qui... c'est chez vous qu'on doit nécessairement avoir... c'est encore... C'est le permis de recherche, c'est ça? Oui. Voilà. En fait, c'est... Ou le permis d'exploitation encore. C'est pratiquement le début de la procédure. Voilà. Ça veut dire, quand un requérant est intéressé à avoir un droit minier, il est obligé de chercher un géologue, et c'est géologue qui peut lui faire une petite étude bibliographique ou sur le plan de documentation pour avoir déjà une idée de là où il veut amener, où il veut proposer à... Ah, donc ce n'est qu'après cela qu'on vient chez vous pour avoir cette fois-là... Ça veut dire qu'il doit avoir déjà une idée. Oui, il doit avoir une idée de là où il veut procéder à ses recherches. C'est la différence qu'il y a entre le cadastre minier et le cadastre foncier. Le cadastre foncier, il y a déjà un lotissement qui est prêt, tu viens, tu peux solliciter, on te dit voilà, tu peux aller dans ce point qui a déjà un lotissement. Mais pour le cadastre minier, c'est vous, les requérants, qui venez déjà avec les coordonnées de l'endroit que vous voulez solliciter. Ça veut dire qu'il y a quelques études au préalable que vous faites pour dire voilà, je préfère que vous puissiez m'octroyer un droit minier à cet endroit.
Et nous, au niveau du cadastre minier, dans la procédure que nous sommes en train de parler avec vous, c'est dans la procédure où on arrive au point où on doit maintenant vérifier si votre demande de ce périmètre tombe sur un endroit qui est disponible ou pas. Parce que vous devez savoir que le cadastre minier travaille selon les principes. Il y a des principes d'équité, des principes de transparence. Par transparence, ça veut dire que le cadastre minier a déjà mis à la disposition du public notre carte cadastrale qui est consultable sur notre site internet. Et c'est à partir de là que vous pouvez, même à votre niveau, vous pouvez voir que non, là-bas, où je veux solliciter ma demande, est occupé ou pas. Et vous allez vous orienter de quel côté je peux aller où ce n'est pas occupé. Donc déjà, à votre niveau, vous pouvez déjà faire ces petites études où vous pouvez faire cette analyse de la chose pour que, avant que vous ne puissiez faire la demande au niveau du cadastre minier, vous avez déjà une idée. Parce que tout part du prélèvement des coordonnées sur le site, et vous nous amenez ces coordonnées, et les coordonnées sont remplies ou renseignées sur le formulaire, et quand vous remplissez le formulaire en bonne et due forme, vous déposez chez nous avec les éléments que je vous ai dit, entre autres les statuts notariés, entre autres la copie du RCSM, l'identification nationale, donc tous les éléments constitutifs du dossier et constitutifs de la société que vous allez joindre à votre formulaire, qui nous renseigne également sur l'emplacement et la localisation du périmètre. C'est après cette étape que, au niveau du guichet du cadastre minier, vous allez déposer, on va vérifier tous ces éléments. Et c'est après la vérification de ces éléments qu'on va maintenant déclarer votre demande recevable ou pas. Alors, tout cela s'est fait nécessairement en Swahili, en Lingala ou comment, parce que il faut se dire, comme l'exemple du Lualaba, nous avons plusieurs expatriés libanais, chinois, indiens qui sont en train d'exploiter. Alors, quand on doit amener cela, l'exigence est-elle dans quelle langue? C'est aussi un élément détail qu'il ne faut pas oublier. Bon, l'exigence de la langue, c'est la loi est claire, tous les renseignements sont donnés en langue française. S'il se fait que l'expatrié qui veut solliciter un droit a les documents qui sont en anglais ou en d'autres langues, ils peuvent chercher comment les traduire par un traducteur. Le traducteur doit être agréé. Les documents doivent être fournis avec cette traduction par un traducteur agréé. Donc la langue officielle, c'est le français. Alors, selon l'article 38 du Code minier, la demande est déclarée recevable que si elle remplit les conditions telles qu'énumérées dans cet article du Code minier, l'article 38. Alors, est-ce que vous pouvez nous circonscrire ces conditions-là? Déjà en partant de l'existence des renseignements repris, je crois, à l'article 36. Alors, est-ce que ceux qui nous suivent, qui veulent se renseigner sur le cadastre minier, peuvent-ils avoir beaucoup plus de renseignements là-dessus? Comprendre l'article de l'article 38. Merci pour la question. Comme je le disais à l'entame, en fait, quand il complète, c'est le requérant, quand il complète son formulaire et il joint à ce formulaire tous les éléments constitutifs de la société, il dépose au cadastre minier au niveau du guichet et le guichet a le rôle de vérifier tous ces éléments. S'il a fourni tous ces éléments-là, et à ça, il a aussi payé le frais de dépôt, et en dehors des frais de dépôt qu'il doit joindre, ça veut dire une quittance du cadastre minier qui lui sera délivrée après paiement de ce frais, il doit joindre ça à son dossier de demande. Et puis, on doit vérifier aussi la forme du périmètre sollicité, si ça répond ou ça correspond au quadrillage cadastral, parce qu'il y a des principes dans ce domaine-là. En fait, il doit nous fournir tous ces éléments et au niveau du guichet, on doit vérifier si la forme elle est conforme, s'il a payé les frais de dépôt, si le formulaire est
complétés ou les renseignements que nous cherchons sont totalement fournis, à ce moment-là, au niveau du guichet, on peut déclarer recevable. Et pour déclarer le recevable, le requérant, on doit lui donner un récépissé. Et au récépissé, on doit écrire l'heure à laquelle il a déposé, la minute et même la seconde. Et comme vous le savez, le cadastre minier travaille sous le principe du premier servi, premier venu, premier servi. Vous venez de dire tout à l'heure, premier arrivé, c'est le premier servi. Donc le principe reste, c'est celui qui arrive avant qui boit l'eau pire. Un peu en quelque sorte, c'est un adage littéraire, c'est celui qui arrive le premier qui boit l'eau pure. Alors, une fois la demande déclarée recevable. Vous avez dit dès l'entame de l'émission que le cadastre minier procédera à l'instruction cadastrale. Doit-on comprendre par là que c'est uniquement pour délimiter les périmètres ou y a-t-il d'autres éléments qui entrent en jeu? En fait, quand le cadastre... Donc l'instruction en quelque sorte, c'est quoi l'instruction cadastrale? Donc quand le cadastre minier arrive à déclarer recevable la demande, on passe à l'étape dont je vous ai dit, c'est l'étape de l'instruction. Il y a plusieurs types d'instructions. Il y a l'instruction cadastrale, l'instruction technique et l'instruction environnementale. Et toutes ces instructions ne sont pas applicables à toute demande. Il y a la demande d'un droit minier de recherche et la demande d'un droit minier d'exploitation. Et cette demande il y a une demande qui peut subir une instruction unique qui est l'instruction cadastrale, et la demande d'un droit minier d'exploitation subit toutes les trois instructions. Parlons du cas d'une demande d'un droit de recherche. Le droit de recherche, après avoir déclaré recevable sa demande, ça passe maintenant à l'étape de l'instruction cadastrale. Dans l'instruction cadastrale, nous passons premièrement à vérifier l'éligibilité du demandeur, qui est le requérant. Est-ce que le requérant est éligible à cette demande de ce droit-là? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous vérifions si l'endroit sollicité ou le périmètre n'est pas couvert par un autre droit qui existe. Ça veut dire vérifier l'empiètement de ce droit, de ce périmètre-là. Parce qu'à ça, c'est là où tout le monde dit, bon voilà, j'ai fait ma demande, mais on me répond par un empiètement. C'est parce que le requérant, d'abord, avant de solliciter la demande, il n'a pas eu le temps de vérifier sur notre site, parce que le site est à jour. Mais qu'est-ce qui explique l'empiètement que l'on constate de temps en temps, surtout avec les artisanaux? Les artisanaux sont sur les zones d'exploitation artisanale qui ne sont pas à confondre avec le droit minier ou le périmètre minier industriel. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des permis de recherche ou des permis d'exploitation, et puis demain, ce sont les artisanaux qui envahissent les milieux, et puis le lendemain, on accuse les cadastres miniers d'avoir... Comme vous venez de le dire, c'est un envahissement. Un envahissement n'est pas un droit. Ça veut dire quoi? Un envahissement, c'est un artisanat qui quitte sa zone où il doit évoluer, qui est la zone d'exploitation artisanale, et qui se retrouve sur un droit minier d'un tiers. Là, ce n'est pas un empiètement. Ça veut dire que c'est l'écraseur ou l'artisanat qui quitte l'endroit où il doit évoluer, il se retrouve sur un droit minier industriel. On était en train de parler au niveau de l'instruction. Oui. Après la vérification du périmètre, nous passons maintenant à la vérification de la capacité financière. Parce que le législateur a tout prévu. On ne peut pas octroyer un droit minier à une personne morale qui n'est pas en mesure de passer à la recherche. Donc toutes ces personnes que l'on voit se promener avec des numéros de recherche, comme quoi j'ai un carré minier quelque part, j'ai un permis de recherche, et ils sont eux aussi à la recherche de personnes qui peuvent faire cette même recherche. Comprenez la tautologie? C'est-à-dire il est là, il a un permis, les numéros d'un permis de recherche, et il cherche quelqu'un d'autre qui a suffisamment de moyens pour opérer
la dite recherche. Comment vous expliquez ça? Et ce sont des faux ou Non, en fait, le législateur a tout prévu. Parce que là, vous parlez tout à l'heure que vous allez vérifier les niveaux, la capacité financière. Ouais. Mais quand on trouve quelqu'un qui n'a rien et puis qui a quand même un permis de recherche, comment ça s'explique? Au niveau du cadastre minier, ce que nous vérifions, c'est la capacité financière minimum. Ça veut dire qu'il y a un calcul que la loi, le législateur a prévu dans la loi. Quand un titulaire ou un requérant sollicite un droit minier en fonction de la superficie demandée, il y a un calcul que nous faisons pour déterminer la capacité financière minimum. Il peut se faire qu'il a présenté cette capacité financière minimum et que le cadastre minier, après calcul, il trouve qu'effectivement il présente cette capacité financière et le cadastre minier à son niveau déduit. Si ce n'est pas un secret, parce que la loi le prévoit, Oui. la capacité financière minimum, elle est de combien? La capacité financière minimum se calcule par une formule simple. Ça veut dire c'est 50 fois le droit superficiel d'un carré de la dernière année de la première validité de ce droit. Pour le cas d'un droit minier de recherche, un carré minier vaut approximativement $8 000 comme capacité financière minimum requise à la demande. Donc ça veut dire quand quelqu'un sollicite un carré minier pour la demande d'un permis de recherche, il doit constituer une capacité financière minimum d'environ $8 000. Et ça, vous vérifiez ça dans son compte ou bien il Tout vient à fait. avec du cash, il vous présente, j'ai le cash et puis... Non, il ne présente pas le cash. Il le prouve à travers les extraits et l'attestation bancaire qu'il joint à son dossier de demande. Et il y a un bureau qui s'en occupe pour faire cette vérification au niveau de la banque auquel il a son argent. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission et nous sommes en train d'étendre petit à petit à la fin de ce programme 30 minutes, mais on a tendance à voir que nous n'avons fait jusque-là que 10 ou 15 minutes. Pourtant, les temps filent et nous évoluons avec Monsieur Emmanuel sur ces plateaux et je signale qu'il est chef de service au cadastre minier, chef de service technique au cadastre minier là-bas. Nous poursuivons cette émission. Quand nous lisons, nous pouvons aller jusqu'à votre mariage avec l'environnement, parce que on parle aussi de l'environnement et la société avant d'octroyer, avant de donner avis favorable. Alors, ce que moi je veux demander dans cette émission, à quel moment intervient l'environnement ou les services de l'environnement par rapport à tous ces processus? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense, avant de répondre à cette question, je voulais finir d'abord avec l'instruction cadastrale, parce que nous étions au niveau de la vérification périmètre. Okay. Après vérification périmètre, je vous ai dit, on passe de la vérification périmètre, il y a la vérification des capacités financières minimum. C'est après la vérification des capacités financières minimum qu'on passe maintenant à l'émission de l'avis au niveau du cadastre. Donc après la vérification du périmètre, vérification de capacité financière, vérification de l'éligibilité, que le cadastre minier émet son avis. Et cet avis peut être favorable ou défavorable. Et quand il émet son avis, il notifie au requérant et en même temps, il envoie cet avis au niveau de l'autorité compétente qui octroie le droit. C'est à ce moment-là que l'instruction cadastrale se termine au niveau de l'émission de l'avis cadastral. Et après, c'est le ministre maintenant qui doit prendre l'arrêté pour signer la décision finale tenant compte de notre avis. Alors, si l'avis est défavorable, oui, et que la personne a déjà payé, vous avez les récépissés et tout consort, ça lui sera remboursé ou pas? Non. La loi est claire sur ça, parce que l'argent qui est déposé à la demande, c'est l'argent qui sert à l'instruction. Parce que dans l'instruction, il y a les intervenants, il y a le matériel que nous utilisons. C'est ça, en fait, le motif de cet argent. C'est non remboursable.
parce que l'argent est déjà utilisé dans la procédure, jusqu'à l'émission de cet avis. Et vous avez posé la question sur l'environnement. En fait, je voulais cadrer dans le sens que, à la demande d'un droit minier de recherche, le droit minier de recherche subit seulement l'instruction cadastrale. Où intervient l'instruction environnementale? C'est au moment où nous avons un titulaire d'un droit minier de recherche, et ce titulaire d'un droit minier de recherche, après avoir fait sa recherche, il a trouvé un gisement. Il veut maintenant passer de la recherche en exploitation. C'est là que maintenant intervient l'instruction environnementale. Et cette instruction environnementale couplée à l'environnement, à l'instruction technique. Ça veut dire quand il demande le droit minier d'exploitation, ça passe toujours par la recevabilité, réception au guichet de la recevabilité, et puis il y a l'instruction cadastrale qui court normalement. Et vous devez savoir qu'à la demande d'un droit minier d'exploitation, il joint toujours une étude d'impact environnemental. Et là, c'est pour l'exploitation. Oui, là, c'est pour l'exploitation. Au niveau de la recherche, l'environnement n'est pas concerné. Si, l'environnement est concerné, mais n'est pas à l'octroi. N'est pas conditionné à l'octroi. L'environnement est concerné à la recherche au moment de commencer les travaux. Au moment du commencement des travaux, le titulaire est appelé à rédiger ce qu'on appelle le PAR, le plan d'atténuation et de réhabilitation. Parce que vous êtes sans ignorer que quand on fait la recherche, on dérange l'environnement. Et les titulaires doivent nous dire, je vais déranger l'environnement et je vais atténuer ou réhabiliter de cette manière. On dérange plus l'environnement, c'est à l'exploitation. À la recherche, il y a l'environnement qu'on dérange et qu'on doit planifier comment réhabiliter et atténuer à ça. Il y a le plan d'atténuation et de réhabilitation qui intervient au moment du commencement des travaux. Et le titulaire a un temps prévu par la loi pour nous présenter ce plan-là. Et quand il présente le plan, il y a un service qui est habilité. Il dépose au cadastre minier et le cadastre minier envoie ou transmet. Parce que nous, au niveau du cadastre minier, nous coordonnons toutes ces instructions-là. Nous transmettons ces études qui est le plan d'atténuation et de réhabilitation à un service attitré qui est l'ACE, qui travaille avec l'ADPER, qui doit faire l'étude de ce rapport ou de ce plan d'atténuation et de réhabilitation pour donner son avis ou l'approbation. Là, c'est avant qu'il ne commence les travaux de recherche. Maintenant, au niveau de l'exploitation, quand il sollicite le permis d'exploitation, après avoir évacué avec l'instruction cadastrale, parce que je vous ai dit qu'à la demande, il joint l'étude de faisabilité et l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion de cet environnement et social. L'étude de faisabilité qui nous arrive au niveau du cadastre minier à la demande d'un droit minier d'exploitation, nous qui coordonnons toutes ces instructions, nous devons prendre cette étude de faisabilité que nous allons transmettre à la direction des mines qui doit faire l'étude et nous donner son avis. Et l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnementale et sociale est transmis à l'ACE, qui est l'Agence congolaise de l'environnement, et la direction protection environnement minier, qui est le DEP. Et aussi doit faire l'étude, l'analyse de ces études pour nous donner leurs avis. Et coupler l'avis environnemental, l'avis technique et l'avis cadastral, nous transmettons tous ces trois avis au niveau de l'autorité compétente qui octroie les droits miniers. Si l'un des avis est défavorable, le droit n'est pas octroyé. Mais si tous ces avis sont favorables, le droit est octroyé par la signature d'un arrêté du ministre qui nous renvoie cet arrêté qu'on doit notifier au requérant. Et quand on notifie au requérant, que ce soit dans le cadre de recherche, que ce soit dans le cadre des demandes d'exploitation, après avoir notifié au requérant, le requérant doit maintenant payer le premier droit superficiel avant de lui être délivré le certificat de recherche ou d'exploitation. Et le paiement là, c'est parce que les Congolais, c'est la redevabilité. Quand ça part de l'argent, ceux-là qui nous suivent, ils ont vraiment besoin de savoir le paiement là, c'est à quelle hauteur?
Le paiement est graduel selon les années. Ça veut dire que la première année, c'est pratiquement dérisoire. La première année, pour un droit minier de recherche, nous allons jusqu'à 3,14 dollars. L'an, pour un carré. Pour un carré minier. Oh, seulement. Seulement 3,14. Pour la première année. Donc ça veut dire que s'il a sollicité alors, 5 carrés. Le cadastre minier, on doit vous accuser faussement d'avoir beaucoup d'argent. Parce que 3,14 dollars pour un carré minier l'an. Mais au fur et à mesure, ça augmente. Au fur et à mesure, comme je l'ai dit, ça augmente au fur et à mesure que le droit vit. Ça dépend de l'âge du droit. Si nous sommes à la première année, c'est faible et juste au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Ça va de 25 à 50% ou c'est de 100%? Parce que la redevabilité en matière d'argent, les Congolais, depuis un temps, ils aiment. Non, d'ailleurs, pour les droits de recherche, déjà la 5e année et le reste du temps, le reste des années qui suivent, c'est autour de 130 dollars le carré par an. Franchement. Et là, c'est pour le droit de recherche, mais pour le droit d'exploitation, nous sommes actuellement autour de 2500. Et toute cette décision qui est 2500 par an? Par an, par carré. Par carré minier. Et tous ces détails sont publiés chaque année. Chaque année. On peut les trouver aussi, vous les disponibilisez aussi à l'ITIE. Oui, nous travaillons dans la transparence comme je vous ai dit, et nous travaillons aussi avec l'ITIE. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, alors que plusieurs choses sont encore à dire. En regardant Monsieur Emmanuel, mon invité de séjour sur ces plateaux, vous voyez que la matière coule et qu'il a envie de continuer à vous expliquer. Vous voyez que toutes les questions des relances que j'ai prises, il a essayé de revenir d'abord parce qu'il a besoin que la population congolaise et lualabèse comprenne comment on peut s'octroyer le droit minier. Alors, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous venez dans cette émission. On pourra toujours vous recevoir très prochainement selon votre disponibilité. Effectivement, le cadastre minier et moi-même qui suis présent devant vous, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On va se retrouver très prochainement. Restez branchés sur notre chaîne Envie Mine, mais aussi sur Amani Télévision, qui est notre chaîne mère et notre chaîne partenaire. On se retrouve très prochainement. Au plaisir.